Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Data Science en entreprise. Comme vous avez pu le remarquer, nous traitons des sujets qui ont rapport avec le machine learning, le deep learning, la data science précisément dans le monde de l'entreprise. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à faire le geste, partager et laisser vos commentaires. Cela étant, aujourd'hui nous parlerons des stratégies d'échantillonnage par rapport aux données déséquilibrées. Alors, déjà, il faut le savoir, les données déséquilibrées dans le monde de l'apprentissage automatique est un défi assez courant qui dérange, qui affecte et qui biaise les modèles de machine learning qui sont en futur, enfin, qui sont mis en place à la longue. Donc, pour parler de ce sujet-là, nous parlerons en premier lieu de c'est quoi ce qu'on appelle les imbalance datasets, c'est-à-dire les données déséquilibrées. Nous parlerons à la suite de quelques stratégies, bien sûr, quelques stratégies. Et vous aurez le temps alors de mettre dans les commentaires d'autres stratégies que vous connaissez, que vous avez envie de partager, bien sûr. Et à la suite de ces quelques stratégies, nous allons sur une petite application de ces petites stratégies-là. Alors, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, les données déséquilibrées s'observent dans quel cadre? Nous prenons un exemple très simple où nous sommes dans le cadre de modèles de classification machine learning de deux classes. Lorsque nous sommes dans un cadre pareil, de classe 1 ou 0, où on veut faire une classification, on peut se rendre à l'évidence que le nombre de 1 peut être largement supérieur, la proportion de 1 dans l'échantillon est peut-être largement supérieure à la proportion de 0. Ce cadre est ce que nous appelons le cadre de déséquilibre entre les données. Et cela ne favorise pas la mise en place d'un modèle assez bien stable pour faire des prédictions comme on l'aurait souhaité. Étant donc un grand défi, comment arriver à bout de cette situation? Il y a plusieurs méthodologies, bien sûr. Ici, nous allons parler des stratégies de rééchantillonnage. Alors, qu'en est-il des stratégies de rééchantillonnage? Ici, nous parlerons précisément de ce qu'on appelle le undersampling et ce qu'on appelle le oversampling. Le undersampling, il s'agit de faire quoi? Le undersampling, il s'agit, comme vous pouvez le remarquer sur notre figure à ce niveau, de réduire la classe majoritaire pour avoir la même proportion de cette classe égale à la proportion de la classe minoritaire. Donc, dans notre cas de figure ici, notre classe minoritaire, elle est en orange, la classe majoritaire en bleu. Et du coup, après le undersampling, c'est-à-dire notre sous-échantillonnage, nous obtenons des éléments de la classe majoritaire qui sont la proportion qui est aussi égale à la proportion de classe minoritaire. À la suite de cette technique, nous avons la deuxième qui est l'oversampling. L'oversampling est le contraire de l'undersampling dans la mesure où nous attaquons à présent à la classe minoritaire. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de recréer d'une certaine manière la classe minoritaire pour obtenir la même proportion de classe minoritaire que de classe majoritaire. Donc finalement, on se retrouve à 50%, 50% dans cet cas de technique de oversampling. Alors, pour aller autour de cela, nous savons très simplement, vous pouvez être en train de vous poser cette question-là, le undersampling. Ici, par exemple, si on regarde la proportion de classe majoritaire qui a été perdue pour obtenir la même proportion de classe minoritaire, on remarquera une grande perte de l'information. Et si on va de l'autre côté, à contrario, vers le oversampling, nous pouvons remarquer qu'il y a eu une création, une génération de nouvelles données pour pouvoir atteindre la proportion de la classe majoritaire. Et du coup, il va sans dire que ces techniques ont des faiblesses. Donc, dans le cadre de l'undersampling, nous pouvons nous retrouver à une technique qui nous fait perdre beaucoup d'informations. Et dans le cadre de l'oversampling, nous pouvons tomber en face de cette technique-là qui favorise beaucoup plus une corruption de la base parce que nous créons de façon synthétique de nouvelles informations. Alors, quelle que soit la situation là-dessus, nous allons aller pas à pas autour de l'undersampling et l'oversampling.
L'undersampling. Comme on l'a dit un peu précédemment, il s'agit en effet de réduire les données de la classe majoritaire pour avoir la même proportion de classe minoritaire que de classe majoritaire. Donc, dans ce cadre-là, nous allons attaquer deux techniques. Il y a le random undersampling et le Tomek link pour équilibrer alors les classes dans nos cadres de travail. Alors, il s'agit de quoi le random undersampling? Le random undersampling revient simplement à la suppression d'éléments de la classe majoritaire, suppression aléatoire d'éléments de la classe majoritaire pour pouvoir avoir cette proportion égale aux éléments de la classe minoritaire que nous recherchons. La deuxième technique, c'est l'undersampling suivant ce qu'on appelle le Tomek link. Il s'agit de quoi en effet? Comme vous pouvez le remarquer sur notre figure ici, le Tomek link essaye de créer beaucoup plus de lignes de séparation. Je m'explique. Si nous prenons la figure que nous avons, nous pouvons remarquer dans notre cadre que le bleu est un peu collé à l'orange. Déjà, on remarque que la classe minoritaire, c'est l'orange, et puis la classe majoritaire, ici, c'est le bleu. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Le link Tomek, en réalité, est le lien qui notifie la proximité d'un élément de la classe majoritaire et d'un élément de la classe minoritaire. Et à la suite, comment on applique notre Tomek link? On l'applique en faisant la suppression des éléments qui sont assez proches des données qui sont issues de la classe minoritaire. Et donc ici, on peut remarquer la disparition du bleu qui était à côté de l'orange, du carré orange qui est ici. C'est pareil par rapport à ce bleu-là, vous pouvez le remarquer. C'est pareil par rapport à ce bleu-là aussi. Cela permet de créer facilement une forme de dissociation un peu naturelle. Donc, on peut le remarquer que, ici nous sommes dans un cadre de travail pédagogique. On peut ne pas être forcément dans un cadre où c'est assez net comme ça pour nous. Mais ici déjà, voilà ce à quoi on peut s'attendre lorsqu'on utilise le lien Tomek. Donc, il va sans dire que le lien Tomek ne permet pas forcément d'avoir la même proportion de classe minoritaire et de classe majoritaire. On peut le remarquer. Parce qu'ici, si on le voit très très bien, la quantité de carré orange est toujours plus petite que cette quantité de bleu, de rond bleu. À présent, faisons un tour sur la deuxième stratégie qui nous permet de gérer la question de déséquilibre. Une des stratégies. L'oversampling. Comme nous avons le oversampling. Et le oversampling, il s'agit de quoi? Il s'agit ici tout simplement d'augmenter la classe minoritaire pour avoir la même proportion que des éléments de la classe majoritaire. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a entre autres le random oversampling, le synthetic minority oversampling techniques, qui est communément appelé le smooth. Il y a le adaptive synthetic sampling. Il y a d'autres stratégies aussi qui existent, mais ici nous allons nous focaliser sur quelques-uns. Lorsqu'on prend le random oversampling, il s'agit de quoi? C'est la version la plus simple. Il s'agit de la duplication des éléments de la classe minoritaire pour obtenir la même proportion que d'éléments dans la classe majoritaire. C'est tout simplement. Donc, c'est des nouvelles copies d'observation qui sont effectuées dans ce cas de figure. Donc, vous pouvez voir combien de fois le sur-apprentissage serait au rendez-vous de notre modèle. La deuxième technique, qui est un petit peu plus sophistiquée, est le smooth. Alors, le smooth, comment ça se passe? Ici, nous faisons aussi des créations, mais on fait des créations synthétiques. Dans quelle mesure? On essaie de déterminer dans un proche d'observation quelles sont les caractéristiques
Et en fonction des caractéristiques, on fait une synthèse d'une nouvelle observation qui épouse cette caractéristique-là d'éléments proches que nous avons. Cela se remarque facilement par rapport à notre figure ici. On peut remarquer déjà la classe minoritaire, c'est la classe en orange, et la majorité, la classe en bleu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu la création d'observations synthétiques qui est en vert dans chaque figure au niveau de la deuxième figure. Qu'est-ce qui est en fait mis en exergue ici? À partir des 4 observations que nous avons ici, qu'est-ce qui est fait? Il y a eu la création d'une nouvelle observation, mais qui épouse qui épouse en quelque sorte les caractéristiques des 4 observations qui sont là. La même stratégie, elle est prise en considération avec les 4 observations oranges qui sont ici pour la synthèse de notre élément vert. Et de proche en proche, on crée une synthèse jusqu'à obtenir la même proportion de classes majoritaires que de classes minoritaires. Et c'est ce qui se remarque à ce niveau, au niveau de la dernière partie de notre figure. Cela étant, nous avons parlé tout au long de notre speech de tout à l'heure des techniques d'undersampling, des techniques d'oversampling. Nous allons appliquer à un jeu de données pour voir en bonne et due forme à quoi ça ressemble. Alors, notre jeu de données sera un jeu de données qui a rapport avec la détection de fraude, une problématique de détection de fraude. C'est un jeu de données qui a rapport avec les crédits, les cartes, les crédits cartes, et puis ce jeu de données est disponible sur Kaggle facilement. Donc, dans notre travail ici, nous allons parler un petit peu des bibliothèques tout de même. Nous avons à utiliser la bibliothèque Panda. Panda nous permet de faire la gestion sur les affichages, sur la gestion de tout ce qui a rapport avec nos fichiers. Nous allons utiliser principalement le package collection ici, collections. Alors, cela nous permet juste de faire du comptage. C'est tout simple. Seaborn pour une visualisation. Le package qui suit ici, c'est juste pour la gestion de la donnée, de l'importation de la donnée dans Google Colab, comme vous avez pu le remarquer. Alors, donc, si on se réfère un petit peu à notre base de données, alors ici, nous avons juste enlevé une des colonnes. Hein, voilà. Le but, en gros, sur ce jeu de données n'est pas en réalité d'explorer le jeu de données, mais c'est juste appliquer tout bêtement nos techniques. Donc, si on regarde un petit peu la forme, on peut regarder qu'il s'agit des variables allant de V1 jusqu'à classe. Voilà, il monte jusqu'à V28 d'abord, et monte, et puis classe. Et puis, nous avons des données. Nous avons plein de données. Et cela peut être vu ici un peu plus clairement. Les colonnes que nous avons. Informations. Pour avoir les informations, nous utilisons la commande data.info. Et ici, on remarque un petit peu le type de données que nous avons dans chaque cas. Donc, de V1 jusqu'au V28, nous avons des floats. Et puis, la variable classe ici est du int. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est quoi une petite description qu'on peut faire par rapport à notre jeu de données ici? Donc voilà, il s'agit d'un jeu de données avec 800 lignes et puis 32 colonnes, avec les variables que vous avez pu remarquer un peu plus haut. Et principalement ici, la variable classe, elle est binaire et étiquetée de la manière 0 sur les fraudes et puis 0 sur les non-fraudes. Alors, une simple visualisation avec la commande counter nous permet d'obtenir facilement ce à quoi on fait face. Alors, cerise sur le gâteau, si on essaie de tracer la proportion de fraude de 1 particulièrement que nous avons, on peut le remarquer, nous sommes à 0,21% de fraude contre
99, 78% de valeurs non frauduleuses. On peut remarquer même dans l'affichage qu'on a à peine le 1 qui se ressort. Cela laisse entrevoir le déséquilibre qui existe entre les classes 0 et 1 de cette variable classe. Nous sautons alors sur une de nos premières stratégies, l'undersampling, pour la gestion de ce déséquilibre. Pour ce faire, nous n'allons pas trop se torturer, nous allons utiliser la bibliothèque imlearn, qui est une bibliothèque assez bien conçue pour la gestion des données déséquilibrées. Alors, on l'importe tout facilement. Nos données, ils sont importés, comme on peut le remarquer. Et qu'est-ce qui se passe? Nous allons faire une instantiation de random undersampling. Le random undersampler nous permet de créer, comme je l'ai dit, une instantiation pour faire le undersampling. Donc, en faisant, après avoir utilisé l'instanciation qui est ici, et en le fitant avec les données de base X et puis Y, on obtient les nouvelles observations X et puis Y, que nous appelons ici X RUS under et puis Y RUS under. On peut essayer de faire une petite comparaison par rapport à ce qu'on a avant le undersampling et ce qu'on a après le undersampling. Si on le voit très clairement ici, avant le rééchantillonnage, on peut le remarquer que nous avons une valeur à hauteur de 7900 pour le 1 et puis 17 seulement pour 0 plutôt et 17 seulement pour le 1. Et après le undersampling, nous nous retrouvons à 17 comme valeur pour le 1 et 17 pour le 0 aussi. En faisant une petite représentation, ça c'est la représentation que nous avons avant notre undersampling et après l'undersampling, voilà la représentation que nous avons. Hein. Nous avons très bien 17 ici et c'est pareil. La proportion est égale que ça soit sur le 1 que sur le 0. Enfin, sur le 0 et sur le 1. Donc, on peut remarquer très clairement que ça s'est bien passé. Le lien TOMEC. Pour faire l'usage de lien TOMEC ici, c'est la même stratégie que ce qu'on a fait précédemment, sauf que ici nous allons utiliser comme instantiation TOMEC link. Et lorsqu'on utilise notre instantiation sur les données, comme on l'a fait à ce niveau, en regardant ce qui existait précédemment et ce qui a été créé, on se rend à l'évidence que avant nous avons 7983 0 et 17 1. Après l'application de notre lien TOMEC, on le remarque très clairement que nous avons 7978 0 et 17 1. Donc du coup, il n'y a pas eu en fait égalité dans la proportion comme j'étais en train de le dire. Donc si on le regarde très bien, on a juste une perte de 5 comparativement aux données initiales. Donc comme je l'ai dit, c'est comme ça se passe avec le lien TOMEC. Lui, il ne rend pas forcément à égale proportion les classes, mais il essaie de supprimer les observations qui sont très proches des observations minoritaires pour pouvoir créer une ligne de séparation pour notre classification. Donc une petite représentation peut nous laisser entrevoir ce qui se passe sur les deux. Donc on est bien là. Je passe à une étape suivante qui est l'oversampling. Ici, contrairement à ce que nous avons fait avec le undersampling, nous allons augmenter la proportion minoritaire. Et pour le faire, nous utilisons très simplement dans le premier cadre, le cadre du random oversampling, nous utilisons la fonction random oversampler.
on l'instancie et on applique ça aux données initiales X et puis Y. Et qu'est-ce qu'il y a, cerise sur le gâteau, on peut le remarquer, avant notre oversampling, on était à 0, à 7983 pour le 0 et 17 pour le 1. Et on se retrouve finalement, après synthèse, après création de nouvelles observations, à 7983 0 et 7983 1. Donc, on peut le remarquer. Et sur notre représentation, on y est, il y a une égale proportionnalité, enfin, on a une égale proportion entre les deux classes. La méthode Smooth, qui est une méthode beaucoup plus avancée que la méthode beaucoup plus simpliste qu'on a vue précédemment. Ici, c'est toujours simple. Nous allons utiliser l'instanciation sur le Smooth. Et comme ça a été fait précédemment, en appliquant notre Smooth sur nos données, voilà, nous avons exactement la même situation que nous avons précédemment, c'est-à-dire la même proportion à la fin, sauf que ici, on a eu la création de données synthétiques. Dans le cas précédent, c'était la duplication de données. Voilà. Donc, c'est un petit peu la différence entre les deux stratégies. Alors, au début, on n'avait pas parlé de ça, mais il y en a des manières d'utiliser ces techniques-là de façon beaucoup plus combinée. Donc, il s'agira ici, dans notre cas de figure, de l'oversampling suivi de l'undersampling. Donc, comment ça se passe? Il y a une bibliothèque qui nous permet de le faire facilement, mais on peut expliquer un peu à quoi ça ressemble. Ici, il s'agit de la création, de la création d'une synthèse d'observation avec l'oversampling en premier lieu, et maintenant d'une suppression de données. La suppression de données, elle peut être une suppression opérée sur les valeurs qui ont été synthétisées ou les valeurs originales. Et donc, à la suite de ça, vous pouvez remarquer ici que lorsque nous regardons ce qui a précédé, voilà, ce qu'on avait avant sur le 0, il s'agissait de 7983, et à la suite de notre de l'application de notre technique oversampling et puis suivi de l'oversampling suivi de l'undersampling. Alors, il faut le dire ici, pour notre oversampling, nous avons utilisé le smooth et puis lui en le combinant, nous allons utiliser en termes de technique undersampling le lien Tomek. Hein. Donc, quand on l'a utilisé, on s'est retrouvé à une perte de l'information quand même. Une perte de l'information au niveau des 1 déjà. Du coup, on se retrouve à 7979 pour le 1 et pareil pour le 0. Donc, cela, normalement, met fin à notre stratégie, à nos techniques de rééchantillonnage. Sauf que, il faut que nous ne manquons pas de vue que des combinaisons que nous venons de mettre en place, enfin, une seule combinaison que nous avons parlé ici, ne sont pas les seules. Il y a d'autres combinaisons qui existent, le smooth ENN. Il y a d'autres techniques de combinaison qui existent entre l'oversampling et le undersampling qui peuvent venir beaucoup plus prochainement dans d'autres vidéos. Alors, si vous êtes resté jusqu'à la fin, tout au long de ce tutoriel, nous avons parlé de quoi? Il a été question des déséquilibres dans les bases de données, enfin, dans les jeux de données, dans le cadre d'application, enfin, dans le cadre d'élaboration de modèles machine learning. Et dans notre cas de figure ici, il y a eu quelques stratégies de rééchantillonnage dont nous avons parlé. Et ces stratégies-là concernent le sous-échantillonnage, le undersampling, l'oversampling qui est en fait le sur-échantillonnage et d'autres méthodes de combinaison. Alors ici, nous n'avons pas parlé de la question de poids. Il existe aussi d'autres techniques qui ont rapport avec le poids qui nous permet
de pondérer la donnée qui est assez déséquilibrée pour avoir une forme qui constitue en effet aussi une forme de rééchantillonnage. Comme je l'ai dit un peu plus haut, nous avons certes des améliorations qui peuvent être observées dans nos modèles lorsqu'on utilise ces techniques de rééchantillonnage, sauf que il y a un risque assez élevé de surapprentissage et le risque d'ajout de l'information, enfin de perte d'information dans le cadre par exemple de notre undersampling. Il est à dire que ces techniques ne sont pas forcément les meilleures techniques ou bien ces stratégies, la question de rééchantillonner forcément une base n'est pas forcément la meilleure stratégie pour gérer la question de déséquilibre. Donc, en fonction des sujets, des problématiques qui sont en face, on peut faire autre chose. Hein. On peut avoir de meilleurs résultats déjà et même particulièrement de bons résultats sur des données même déséquilibrées. Nous continuons toujours avec ces données déséquilibrées et qu'est-ce qu'il y a à dire pour la gestion des données déséquilibrées? Il n'y a pas que la question de rééchantillonnage qui existe, il y a aussi la question du choix de la métrique pour essayer d'évaluer notre modèle. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, laissez une pouce bleu. Si ça vous a pas plu, dites-nous en commentaire ce que vous souhaiterez avoir prochainement. N'hésitez pas à vous abonner surtout, partager l'information. On reste ensemble. Merci.